Les dragons. Ces bêtes sauvages recouvertes d'écailles avec des ailes et qui crachent du feu ont fait peur ou fait rêver beaucoup de gens et ce depuis de nombreux millénaires. Encore aujourd'hui, certains ont des doutes sur l'existence de ces créatures mythiques tant elles font parler d'elles. On les retrouve de partout, dans les films, séries, jeux vidéo, romans, peintures, blasons, de partout. Tout ça évidemment, je vais pas tout raconter dès le début, on en parlera dans la vidéo. Là, je viens de vous décrire le dragon occidental, celui que nous représentons, nous, Européens, mais il faut pas oublier que de l'autre côté du globe, les humains ont une toute autre représentation des dragons, autant sur l'apparence que sur leur signification. On va donc passer en revue ensemble chacune de ces deux représentations, quelques légendes évidemment autour d'eux et leur signification, bref, ça va être super intéressant. Bonjour à tous, mettez-vous à l'aise et laissez-moi aujourd'hui vous conter l'histoire des dragons orientaux et occidentaux, ainsi que leur place dans la culture pop. On commence donc avec le dragon européen, celui que chez nous tout le monde connaît. On peut le décrire comme un grand reptile ailé qui crache du feu. En gros, c'est ça, même si on peut lui donner plein de formes différentes. L'image de base qu'on s'en est fait est par exemple le dragon Smaug dans Le Hobbit. C'est une bête féroce qui garde son trésor et qui n'aime pas trop quand on l'embête, donc s'énerve en crachant du feu et détruisant tout sur son passage. Tolkien, dans son livre et plus tard film, reflète bien avec ce personnage la terreur que représentent les dragons aux yeux des humains, car oui, généralement ce ne sont pas de mignons animaux domestiques, mais nous faut plutôt peur quand on est enfant. Heureusement, ça n'existe pas en vrai. Mais alors d'où vient cette créature ? Eh bien, c'est un peu toutes les mythologies qui nous transmettent les caractéristiques des dragons. Aujourd'hui, on a un peu mélangé leur rôle dans chacune de leurs légendes. La première d'entre elles qu'on a pu recenser est sumérienne et date de 5000 ans avant notre ère, donc à cette époque on était encore au néolithique. Ça date. Dans cette légende, le dragon Azag est un voleur qui a dérobé la table des lois qui a été gravée par un puissant dieu. Le dieu a donc chargé un autre de partir à la poursuite d'Azag et de le vaincre. Après un combat titanesque, il triomphe et ramène donc la table des lois. Ça, c'est la plus vieille légende qu'on ait pu retrouver. Qui sait s'il en existait encore avant ça ? La plus grosse question est surtout comment la légende du dragon est-elle apparue ? Car même si celle que je viens de citer est la plus ancienne, de partout dans le monde et dans toutes les mythologies, il y en avait des mythes sur les dragons. Par exemple, dans le christianisme, le dragon est le symbole de Satan. Et vous connaissez peut-être l'archange Michel, qui est celui qui a terrassé le dragon après un combat de plusieurs jours et qui a fini au mont Tombe, qui est maintenant connu sous le nom de Mont Saint-Michel. D'ailleurs, au sommet du Mont Saint-Michel, il y a une statue de l'archange tuant le dragon que vous pouvez observer si vous y allez. Ok, donc plein de légendes différentes. Mais bon, comment ils ont eu cette idée quoi ? Est-ce qu'on est réellement sûr qu'ils aient jamais existé ? C'est quand même bizarre que de partout dans le monde on en parle sans qu'ils ne se soient jamais consultés. Eh bien effectivement non. Les dragons comme on le pense n'ont jamais existé. Mais les dragons sont des reptiles. Et quels sont les reptiles qui ont vécu il y a très longtemps et qui sont quand même assez proches ? Attention, là on va rentrer dans de la pure théorie. Les dragons pourraient être la représentation que se faisaient nos ancêtres des dinosaures. Les humains n'ont évidemment jamais cohabité avec les dinosaures, mais on peut s'imaginer que les anciens hommes aient retrouvé des ossements de dinosaures et qu'ils se soient donc imaginés à quoi ils pouvaient ressembler. La théorie se tient, mais elle est infondée. Mais moi je la trouve cool donc j'édite. Faut dire, quand on voit un ptérodactyle, il y a un air, hein. Ce qui est bien, c'est que même si ça ne s'est jamais passé, nous, on peut jouer à des jeux par exemple où les trois espèces humains, dinos et dragons vont pouvoir vivre ensemble. Ark par exemple est un jeu de survie un peu bac à sable où t'es un gars qui atterrit sur une île déserte mais avec des dinos, donc le but c'est de se nourrir, de faire une maison, de survivre, de tuer des bêtes sauvages, donc tu peux tuer des dinos et des dragons. Une autre légende que j'ai bien aimée est bretonne, c'est celle du dragon des Lornes. On a donc deux chevaliers, Neventorius et Derrien, qui se baladaient le long de la rivière à cheval, quand tout à coup, au loin, ils voient un seigneur d'à côté se nommant Elorn qui se jette dans la rivière. Évidemment, les deux chevaliers le secourent et lui demandent pourquoi il a voulu mettre fin à ses jours. Elorn leur répondit alors qu'un terrible dragon habite près de chez lui, et que dès qu'il a faim, il sort de sa tanière pour tout détruire. Le suzerain a alors décidé qu'il y aurait des tirages au sort entre les seigneurs pour savoir lequel d'entre eux va sacrifier ses hommes pour le nourrir. Malheureusement, le sort s'est acharné sur Elorn et il n'a plus aucun homme à envoyer à part sa famille et lui-même. Les deux chevaliers ont donc proposé au seigneur d'aller s'occuper du dragon s'il se convertissait, ce qu'il a accepté. Ils sont donc allés combattre ce fameux dragon sans aucune peur, ce qui l'a impressionné et donc il s'est laissé capturer pour se faire emmener au château. Plutôt cool cette légende, je la connaissais pas. Mais bon, encore une fois, le dragon est une créature méchante, ce qui était tout le temps le cas dans les légendes, hein.
Mais bon, nous, on aime bien les rendre relativement gentils, ou au moins parfois alliés avec les humains. On n'a pas de légende où des humains ont réussi à apprivoiser et monter des dragons. On n'a pas de légende où on a une reine des dragons. Mais Game of Thrones, si. Dans la série, Daenerys Targaryen, la Khaleesi, est la reine des dragons. Elle en possède plusieurs et les chevauche et les utilise pour arriver à ses fins. On a presque pareil dans l'un des meilleurs dessins animés de la Terre, tout simplement Dragon. On a la ville de Burke qui se fait régulièrement assaillir par plein de sortes de dragons, et un jour, Harold, un jeune homme, retrouve blessé un dragon qui fait partie de l'une des plus puissantes races et décide de le sauver et de l'aider. Puis il découvre que les dragons c'est pas si méchant que ça. Bref, c'est vraiment bien, même si on ne voit jamais ça dans les récits. J'ai pas encore parlé non plus d'un domaine où les dragons ont une place super importante, les jeux de rôle. Rien que le plus connu d'entre eux, Donjons et Dragons, a le mot dragon dans le titre. Il est l'une des figures les plus emblématiques du jeu de rôle, et on le retrouve quasiment à chaque fois. Et puis globalement, on peut être quasiment sûr de le voir dans la plupart des œuvres d'Heroic Fantasy. Au final, on a quand même une vision carrément négative des dragons en Europe. C'est principalement des bêtes maléfiques. Même si, par exemple, le Pays de Galles a quand même un dragon rouge sur son drapeau. Dragon, lui, qui représente les Britanniques de souche par rapport aux légendes arthuriennes. Heureusement, cette vision horrifiée est contrastée avec la vision des Asiatiques envers les dragons, qui est elle totalement différente. On va voir ça. Le dragon oriental, contrairement au dragon européen, même s'il est impressionnant, on n'éprouve pas spécialement de la peur en le voyant. Peut-être que certains d'entre vous ne voient pas de quel dragon je parle, mais ne vous inquiétez pas, en vous le décrivant, ça va sûrement raviver quelques souvenirs. Pour faire simple, imaginez un dragon européen, sans ailes, et vous allongez beaucoup son corps. Là, on a à peu près le dragon asiatique. C'est une sorte de long serpent au final, mais avec un visage bien particulier et très souvent barbu. Personnellement, je me souviens que la première fois que j'en ai vu, c'était quand on voyait des parades nazis à la télé ou en dessin animé, et que les gens étaient tous déguisés à la queue leu pour faire un grand dragon, c'était stylé. On peut voir ça dans Kung Fu Panda par exemple. À un moment, Po et les 5 cyclones utilisent ce déguisement pour se cacher et esquiver ceux qui veulent les tuer, ça donne une scène bien drôle. Le fait que les Asiatiques se déguisent en dragon pendant les parades montre bien que leur vision est totalement différente de la nôtre. Nous, on ne verrait jamais ça. Effectivement, pour les Asiatiques et principalement les Chinois, les dragons sont des êtres gentils et bienveillants et souvent même divins. Ils ont une signification bien plus spirituelle et sont vénérés depuis longtemps. En effet, les dragons sont signes de prospérité, de santé, de sécurité et de bonne fortune. Ils sont donc régulièrement priés pour apporter tous ces bienfaits. Dans les temps anciens, c'était pour apporter une bonne récolte aux paysans, mais maintenant ce sont plus les commerçants qui prient pour que leur commerce soit prospère. Et cet aspect divin du dragon est bien représenté dans le manga et animé Dragon Ball. Shenron est un dragon divin qui apparaît pour exaucer n'importe quel souhait une fois que les 7 Dragon Ball sont réunis. Le dragon est aussi considéré comme le plus puissant des signes chinois. Vous savez, nous on a nos signes astrologiques genre Lion, Gémeaux ou Vierge, et eux c'est pareil mais pas sur les mois, mais à l'année. Ils ont aussi leurs 12 signes, et parmi eux, il y a le dragon qui est le plus puissant. D'ailleurs, on est entré il y a pas longtemps dans l'année du lapin. Perso, je crois que je suis sous le signe du coq. Le dragon est aussi associé à l'eau, car il contrôle la pluie, les rivières, les lacs et les mers. Et il y a d'ailleurs plusieurs légendes qui existent par rapport à cet élément. Comme dans beaucoup d'autres croyances, dans la mythologie chinoise existe la légende du déluge. Vous connaissez sûrement, vous, celle qui apparaît dans la Bible. Eh bien, ici, le déluge aurait été provoqué par le dragon Gong Gong. Il se disputait le trône avec un autre dragon du nom de Shuangxi, et dans sa colère, Gong Gong donna un grand coup de crâne dans le mont Buzhou. C'était pas une bonne idée, car le mont Buzhou était l'un des piliers qui soutenait le ciel, et avec le coup de tête, il s'est cassé, et sans un de ses piliers, le ciel commence à s'effondrer et les eaux à couler. Après ça, c'était le bazar sur Terre. Les bêtes sauvages ont commencé à se déchaîner, les eaux montaient, et le feu se propageait de partout. Heureusement, la déesse Nugua, au corps de dragon et à la tête humaine, a fait son entrée. Elle a réparé le ciel, utilisé des pattes de gigantesques tortues pour faire des piliers, et a à peu près rétabli la paix dans le monde. Heureusement qu'elle était là, hein. Cette légende était bien, mais elle reste quand même assez classique au final. C'est pas une où tu te dis « Waouh, c'est la classe !» L'une de mes légendes préférées est plutôt courte et assez connue, mais je l'adore. C'est à propos des carpes koi. On raconte qu'un banc de carpes koi, des poissons qui ont la capacité de nager à contre-courant, était en train de remonter le fleuve jaune à la nage. Cependant, ce fleuve possède une chute d'eau. Quand ils sont arrivés à la fameuse chute, quasiment tous les poissons ont fait demi-tour, impossible de monter la cascade, sauf quelques-uns qui sont quand même restés pour essayer. Les poissons ne lâchaient rien. Ils ont continué d'essayer pendant 100 ans, jusqu'à ce qu'enfin l'un d'entre eux réussit à monter la chute d'eau. Quand le poisson est arrivé en haut,
Pour le récompenser, il a été transformé en un majestueux dragon. Belle récompense quand même. Cette chute s'appelle depuis la Porte du Dragon, et on raconte que toute Carpcoy qui parvient à passer cette porte se verra transformé en dragon. Ah, j'adore cette légende, je la trouve trop belle. Après, ça a peut-être un lien avec le fait qu'on a une bonne représentation de la légende dans la culture pop, sans spécialement que vous soyez au courant. L'un des Pokémon les plus connus est Magikarp. Après, il est surtout connu pour être le Pokémon le plus nul du jeu. C'est un poisson qui saute sur place et qui a une seule attaque qui est complètement inutile, parce que le principe même de l'attaque est de n'avoir aucun effet. Mais si vous décidez de croire en lui, de le garder dans votre équipe et de le faire monter de niveau, alors il évoluera en l'un des Pokémon les plus aimés, Léviator, un grand dragon surpuissant et vraiment stylé. Et connaître la légende originelle, je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose à l'histoire de Magikarp et inversement. Ce qui est super intéressant avec le fait que les dragons soient considérés comme des créatures bienveillantes, c'est que du coup on peut facilement la retrouver dans l'art, et ça donne des œuvres et des structures vraiment super belles. On en voit pas mal sur des temples bouddhistes, par exemple au temple de Longshan à Taipei, et ça rajoute vraiment de la beauté à ces bâtiments qui sont déjà bien particuliers pour nous. Ils sont aussi beaucoup représentés en peinture, qui montrent bien la grâce de cette créature, et même maintenant de partout, comme sur mon pull par exemple. Bon, là, du coup, contrairement au début de la vidéo, on ne fait que parler de gentils dragons. Sauf que dans les cultures asiatiques, il existe aussi des légendes où les dragons sont méchants, dont une que j'affectionne tout particulièrement, celle de Yamata no Orochi. J'ai d'abord découvert cette légende grâce au jeu vidéo Okami, mais on en parlera juste après que j'ai raconté la vraie légende. Enlevez vite l'image parfaite et majestueuse que vous avez des dragons asiatiques, car ce n'est pas du tout le cas pour Orochi. C'est un gigantesque dragon à 8 têtes et 8 queues qui s'étend sur 8 montagnes et 8 vallées. Chacune de ces têtes représente un élément naturel, genre le feu, l'eau, le poison, tout ça. La bête porte une énorme cloche sur son dos pour montrer quand elle se déplace et a l'habitude de se nourrir de jeunes japonaises tous les ans. Parlons maintenant de Susanoo, kami des tempêtes et de la mer, et frère d'Amaterasu, la déesse du soleil, et de Tsukuyomi, le dieu de la lune. Pour préciser, un kami est dans les croyances shintoïstes une divinité ou un esprit vénéré, c'est un dieu quoi. Comparé à sa fratrie, Susanoo c'était pas un kami super exemplaire. Lui, tout ce qui l'intéressait c'était de retrouver sa mère dont il était pas très sérieux. Son père, pas satisfait, a décidé d'exiler Susanoo du paradis, ce qui l'a bien frustré. Il a donc proposé un duel à sa sœur Amaterasu, duel qu'il a gagné, ce qui a fait fuir la déesse du soleil emportant avec elle la lumière. Là, c'en était trop pour les kami. Ils en avaient marre du comportement de Susanoo et ont décidé ensemble de le bannir des cieux. Susanoo, exilé, s'est donc rendu dans la province d'Izumo, là où Orochi faisait régner la terreur. Il croise un couple en pleurs qui lui explique que leur fille allait se faire manger par le dragon, et Susanoo leur propose donc de le terrasser en échange de la main de leur fille. C'est parti pour faire un plan pour enfin se débarrasser du terrible dragon. Il s'est réuni avec les villageois et a trouvé un plan infaillible. Il a fait construire 8 palissades, avec chacune une ouverture donnant sur un tonneau de saké, de l'alcool japonais. Quand Orochi s'est rapproché, il pensait que c'était sans danger et s'est laissé attirer par la boisson. Une fois ivre, évidemment, il ne pouvait plus rien faire contre le guerrier Susanoo, qui lui a tranché ses 8 têtes et 8 queues. Après ça, il devient un dieu respecté, ça change d'avant. Dans la légende, Orochi se fait quand même bien bolos, c'est pas la même dans le jeu Okami. Nous, on incarne Amaterasu sous forme de loup, mais on doit quand même aller trouver Susanoo pour qu'il nous aide à battre Orochi. Susanoo, il a à peu près la même personnalité que dans la légende par contre, en mode flemme et je m'en foutiste. Au bout de quelques heures de jeu, on se retrouve donc face au dragon et là on ressent bien la puissance de la bête, et on doit le massacrer au travers d'un combat bien stylé. Yamata no Orochi est un démon super populaire, on le retrouve dans beaucoup d'œuvres. Par exemple, dans One Piece, c'est le nom d'un gars qui peut se transformer en un petit dragon à 8 têtes. D'ailleurs, l'empereur Kaido peut lui se transformer en un gigantesque dragon asiatique. Orochi est certes malveillant, mais ce n'est pas ça qu'il faut retenir des dragons asiatiques car la plupart sont gentils. Ils sont là pour nous protéger et prendre soin de nous donc il ne faut pas s'en inquiéter. Après, c'est qu'en Asie, je vous conseille quand même d'éviter de croiser des dragons près de chez nous. Les dragons sont des créatures géniales. Qui n'a jamais douté de leur existence un jour? Ce sont des bêtes qui nous accompagnent depuis tout petit. Le héros doit terrasser le méchant dragon pour sauver la princesse, ça marche à tous les coups. Après, quand on est plus grand, on a envie d'en chevaucher comme dans Dragon ou le voyage de Chihiro, et plus tard, il continue quand même à nous faire rêver comme dans Game of Thrones. C'est intemporel. J'ai hésité à couper cette vidéo en 2 parties, mais je me suis dit que c'est quand même plus intéressant avec tout d'un coup, ça fait une bonne grosse vidéo. Et dites-moi, vous, après tout ça, c'est quel style de dragon votre préféré? Plutôt européen ou asiatique? Bref, n'oubliez surtout pas que si j'ai fait des erreurs ou oublié des références, il faut pas hésiter à les dire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.